Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue dans l'épisode 31 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. L'adoption d'enfants pupilles d'État s'est ouverte à nous, famille homoparentale, avec l'ouverture du mariage à tous. C'est une option de parcours dans nos accès à la parentalité, option que nous écartons souvent, découragés d'avance par l'immobilisme bureaucratique. Et pourtant, certaines de nos familles voient leurs efforts et leur patience couronnés de succès. Marc me l'a d'ailleurs fait remarquer. Il m'a fait remarquer qu'il trouvait dommageable que je n'aborde pas plus souvent cette possibilité, et surtout que nous en ayons tous une perception erronée, parce que lui et son mari n'avaient pas eu ce ressenti-là durant leur parcours. Marc et Jérôme font partie des tout premiers couples homosexuels à avoir été apparentés à un petit garçon. Ils sont aujourd'hui les heureux parents d'un petit Arthur. Alors Marc a voulu faire passer un message d'espoir, un message positif. Oui, c'est un parcours long, qui demande de la patience et de la pugnacité, mais il n'y a pas de distinction entre les couples, leur sexualité n'est pas une condition à l'apparentement d'un enfant. Et surtout, à la clé, il y a l'accès à la parentalité, sous une autre forme que la GPA ou la coparentalité, qui sont les seules autres options ouvertes aux couples d'hommes. Oui, j'ai mis ouverte entre guillemets, parce que si on y réfléchit, la GPA n'est pas ouverte, elle est tolérée et maintenant relativement sécurisée, et la coparentalité n'est toujours pas sécurisée pour les deux papas de la famille. Même nous, qui nous battons pour l'accès à la PMA, devons nous rappeler de la difficulté, tout autre, que rencontrent les familles de papa. Marc m'a livré un témoignage émouvant et porteur d'espoir. Il m'a partagé sans tabou les émotions qu'ils ont traversées, les doutes et le cheminement qu'ils ont fait faire à leur entourage. Ils ont fait tomber des idées reçues et ont surtout toujours gardé espoir, même dans les périodes d'attente qui sont si difficiles. Je vous laisse découvrir l'histoire de Marc et Jérôme, et vous retrouve en fin d'épisode pour quelques données statistiques. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marc. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement. Donc j'ai précisé que tu es venu vers moi pour m'alerter sur le fait que tu trouvais que c'était dommage qu'on ne parle pas plus de l'adoption d'enfants pupilles d'État dans le podcast, et surtout que quand on en parle comme un vrai parcours du combattant. C'est ça. Et donc tu m'as proposé de me livrer ton témoignage parce que vous avez eu la chance d'adopter un petit garçon, en pupille d'État. Et donc, je spoil un peu. Et a priori, le parcours s'est très bien passé. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et me présenter ta famille ? Alors, moi, je m'appelle Marc, j'ai 37 ans. Je suis marié avec Jérôme qui a 38 ans. Et on a pu adopter un petit garçon qui s'appelle Arthur et qui a eu 4 ans hier. D'accord. Et vous l'avez adopté il y a combien de temps, Arthur ? Et on l'a adopté il y a bientôt 4 ans. On a eu la chance que ce soit un enfant pupille de l'État, né sous X, et qui donc a été abandonné à la naissance et qu'on a pu adopter à l'âge de 4 mois. D'accord, donc un tout petit bébé, oui, ce qui est quand même, en tout cas, ce qu'on considère comme étant rare dans nos parcours. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux me raconter comment tu as rencontré ton mari, qui n'était donc pas ton mari ? C'est ça. Et comment vous en êtes arrivé à votre désir de parentalité ? Alors, on va commencer par la rencontre. Alors, maintenant, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Donc, la rencontre remonte à 2008. Donc, on s'est rencontrés basiquement sur Internet, sur des sites de rencontres. Voilà, on avait 25 ans chacun. On cherchait chacun une relation sérieuse et ça s'est fait très rapidement, facilement. On a discuté, on s'est rencontrés peut-être 2 mois plus tard et en fait, on a très vite emménagé ensemble. De reste un jour, reste 3 jours, reste une semaine et au final, oui, au bout d'un mois ou 2, on a emménagé rapidement ensemble sur Marseille. D'accord. Et donc, disons, construction classique, on avait 25 ans, on était dans une relation sérieuse, durable, voilà, les rencontres avec les familles qui se passaient bien, d'amis, l'évolution professionnelle, voilà, les années s'enchaînent assez vite, en fait, sans encombre. Et donc, moi, le désir d'enfant, il a toujours été présent de manière indéfinie, parce que forcément pas de solution précise ou d'option à long terme. Évidemment.
Lui, un peu moins. Lui, voilà, les enfants lui plaisaient, mais c'était pas forcément un désir personnel d'avoir des enfants à lui ou d'être papa. Moi, c'est vrai que dès que j'avais un enfant autour de moi, c'est quelque chose qui me touchait vraiment, où je me disais, voilà, j'aurais peut-être pas la chance d'être papa. Alors, j'essaie de m'occuper beaucoup des enfants de des amis. Et alors, à quel moment tu as réussi à aborder ça? Et à quel moment, du coup, vous avez parlé de parentalité? Est-ce que pour toi, ça a été presque induit? Ça s'est fait tout seul? Ou est-ce qu'il a fallu vraiment que vous posiez le sujet sur la table? Non, bah, disons que c'est quelque chose, je pense que dont on devait parler. J'ai pas de souvenir précis de conversation à ce sujet-là, mais peut-être en disant voilà, si un jour on a des enfants, ou c'était pas quelque chose qui était inenvisageable pour lui, ou disons qu'on était jeune, de 25 à 30 ans, la question s'est pas posée de manière claire, précise, comment, pourquoi. À 30 ans, quand, disons que un peu l'horloge biologique, on va dire, pour moi, c'était un certain cap, un peu la trentaine, de me dire, voilà, on est adulte, on n'est plus des enfants. Ouais, c'est un vrai cap. Voilà, ce côté-là de se dire, voilà, je vais avoir 30 ans, et aussi de se dire, ah, ben, à mon âge, mes parents, ils m'avaient déjà, ou voilà, ce rapport avec les parents, les grands-parents derrière, de se dire le schéma qu'on reproduit ou pas, qu'est-ce que ça induit chez nous. Et c'est vrai que en même temps, il y avait tout le débat pour le mariage pour tous, l'ouverture à l'adoption qui se faisait. Donc c'est vrai que on était vraiment sur quelque chose de linéaire en fait, qui tombait bien dans notre vie et nos envies. Oui, ça tombait, en fait, ça vous a induit dans une réflexion, en fait. Ça vous a apporté... Ouais. En fait, ce contexte vous a permis d'avancer dans votre réflexion et de maturer. C'est ça. Après, voilà, quand on en parlait, on était clair sur une chose, c'est que on n'était pas forcément, bon, déjà l'aspect financier d'une GPA, c'était quelque chose déjà qu'on avait écarté, mais le fait de dire que biologiquement seulement l'un des deux était le parent, ou était plus parent qu'un autre, c'était quelque chose qui nous rebutait un peu. Alors on se disait qu'on préférait adopter et pas avoir de lien biologique ni l'un ni l'autre, que d'une certaine manière l'enfant il était plus à nous deux de cette manière-là. C'est quelque chose qu'on avait en tête. C'est peut-être bête. Vous vous retrouviez bien, oui. Voilà. Mais on était dans ce schéma-là. D'accord. Et à ce moment-là, vous n'aviez pas notion, ou vous aviez peut-être pas entendu que ça pouvait être difficile d'avoir recours à l'adoption, ou ça vous paraissait être une évidence que l'accès serait facilité dès lors que le mariage serait passé? Alors, c'était pas du tout une facilité ou quelque chose de se dire « Ah, ça doit passer par là ». J'étais vraiment... Alors, faut remonter à il y a presque 10 ans, il y a 8 ans maintenant. À l'époque, c'était, voilà, il y avait que l'Espagne ou la Belgique, je crois, où ça avait été voté. Et c'était des pays sur lesquels on disait, bon, on a donné le droit à l'accès à l'adoption au couple homo, mais en réalité, il n'y a aucun couple qui adopte. Oui, voilà, c'est ça. Donc moi, dans ma tête, j'avais pas tellement d'espoir vraiment sur ça. La démarche, en fait, on l'a tenté vraiment pour se dire, voilà, j'ai pas envie d'avoir de regrets. J'avais pas envie de me dire, on est passé à côté de quelque chose. On aurait pu, et ça s'est pas fait. Voilà, déjà le fait d'accepter d'être homo, de vivre avec un homme, quelque part c'était aussi psychologiquement d'accepter de pas avoir d'enfant aussi, de faire un choix de vie aussi au départ. Donc donc après c'était de se dire allez, il y a une brèche qui s'ouvre, essayons de voir ce que ça peut donner, même si on n'a pas beaucoup d'espoir. On y va, et comme ça, plus tard, on n'aura pas ce regret-là de se dire on n'a pas essayé, on aurait pu, ou je sais pas. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Et alors, nécessairement, quand tu pars sur une adoption, tu dois passer par la cage mariage. En fait, ça s'est pas présenté tout de suite. D'accord, vas-y, raconte-moi. Disons que voilà, quand le mariage pour tous est passé et la loi a été promulguée, commencer à me renseigner, savoir qu'est-ce que ça voulait dire d'adopter un enfant et comment fallait s'y prendre. Parce que c'était quelque chose d'inconnu, à part le fait de dire c'est compliqué d'adopter en France, il n'y a aucun enfant adoptable et ça passe que par l'étranger. C'était assez flou au final, tout ce parcours-là. Donc
Je me suis renseigné, c'était donc limité par département, donc il fallait se rapprocher du conseil départemental. Donc je me suis inscrit à une réunion d'information et j'y suis allé donc tout seul pour voir donc comment ça se présentait. Et là, première réunion d'information, un grand amphithéâtre, 15-20 personnes, et deux intervenants, une personne donc des services sociaux et un médecin référent. Et donc là, on nous dépeint l'adoption en France, la réalité de l'adoption en France à ce moment-là. Et donc là, c'est vrai que on nous dépeint 20 000 personnes qui ont des agréments pour adopter, et en réalité 5 000 enfants qui sont adoptables. Oui, c'est ça. Les chiffres sont terribles. Voilà, qui fluctuent ou qui diminuent d'année en année, surtout une adoption internationale, des couples hétérosexuels, voilà, d'une quarantaine d'années qui arrivent à adopter, au bout du premier voire du deuxième agrément. Donc, donc c'est vrai que voilà, le parcours qu'on nous dépeint à ce moment-là, c'est le parcours impossible du combattant. Une adoption coûte cher, c'est entre 25 et 30 000 euros. Faut aller à l'étranger, faut avoir des avocats. Oui, parce que tu devais aller à l'étranger. Bon, en fait, voilà, enfin, ce qu'ils ont présagé. C'est ça. Eux, ils nous disaient, voilà, les gens qui adoptent actuellement, en France, il y en a très peu parce qu'il y a très peu d'enfants adoptables. Et ensuite, les gens qui se tournent vers l'étranger, ben, c'est aller au Vietnam, aller en Chine, aller dans d'autres, forcément dans les pays plus pauvres, du coup, qui abandonnent les enfants. Et donc, faut se déplacer, faut avoir des avocats, faut avoir un gros suivi médical. Derrière, les enfants qu'on donne à l'adoption, souvent, on ment sur leurs dossiers médicaux. On va dire qu'ils ont un certain âge alors qu'ils peut-être qu'ils sont plus âgés, ou c'est des enfants qui ont des troubles du comportement. Donc, c'est vrai que cette réunion-là, c'était vraiment je sais pas si c'est voulu pour démotiver les gens ou pour les mettre vraiment face à une certaine réalité. Et j'espère que c'est plutôt ça, que c'est pour les mettre face à la réalité. Ouais. Mais c'est vrai que c'était pas Jojo comme parcours. Donc à la fin de la réunion, donc je vais voir l'intervenante et je lui dis clairement, voilà, je suis homo, je suis en couple et je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour adopter et si vous pensez que c'est viable en étant homo. Et là, la dame me regarde vraiment, pas interloqué, mais en me disant, voilà, vous êtes le premier homme qui vient me voir, qui me dit clairement qu'il est homo et qui cherche à adopter. Voilà, il dit parfois, j'ai des hommes seuls qui se présentent, mais après ça va pas plus loin, ou ils disent qu'ils sont dans une démarche de célibataire, mais je peux pas vous dire. Vous êtes la première personne qui vient me dire clairement que vous êtes homo et j'ai pas de recul pour l'instant. Il y a aucun couple homo qui a pu adopter. Dit la loi vient de passer. Devant la loi, vous êtes égaux face à un couple hétérosexuel. Il n'y a pas de raison que vous soyez discriminés, donc faites la démarche. Ah, mais elle avait déjà une belle ouverture d'esprit parce qu'il y a d'autres coins de France où c'est pas le discours qu'on tient. Ah oui. Et en plus, sur le coup, nous à l'époque, alors je pense qu'aujourd'hui c'est toujours pareil, c'était le département est quand même à droite, donc pas forcément sur une ouverture d'esprit. Donc on aurait pu penser que les directives politiques données par le département auraient pu être autres. Mais donc non, donc on nous dit faites la démarche. À partir de là, on monte tout un dossier. Et là, le dossier, c'est on venait d'acheter notre appartement et donc on avait fait tout un dossier de crédit. Et le dossier pour l'adoption, c'est exactement les mêmes pièces que pour un dossier de crédit. Non, c'est vrai. Ah oui, les bulletins de salaire, situation. Ouais, ça m'avait quand même assez choqué sur le coup. Ouais, la stabilité d'un couple, donc, est mesurée à son niveau de salaire. À son niveau de salaire, sa possibilité à emprunter, son patrimoine, donc. D'accord. J'en rigole, mais c'est pas drôle du tout. Hein. Non, c'est un peu choquant. Après, je veux bien comprendre qu'on confie pas des enfants à n'importe qui et qu'on veut s'assurer que l'enfant qu'on va pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant. Et c'est vrai que sur le coup, c'est un peu bizarre. Mais c'est discriminant surtout. C'est ça. Tout le monde peut avoir un enfant, mais pas tout le monde peut adopter. Donc voilà. Exactement. Ça sépare bien les choses. À partir de là, donc on fait la démarche et on nous dit donc ok, bien reçu votre dossier, vous allez être
audité par une assistante sociale et par un psychologue. Et ça, ta notion du délai qui s'est passé entre le moment où tu as déposé le dossier, peut-être même entre le moment de cette réunion-là et le moment où tu commences à avoir des réponses et à palper quelque chose qui avance? Alors, je pense que la réunion, elle devait être en septembre. Et donc ensuite, je pense que le dossier, on a dû avoir une réponse en décembre pour nous dire qu'on commencerait les démarches d'agrément à partir du mois de janvier. D'accord. Donc, oui, c'est relativement court finalement. Oui, au final, non, les services sociaux, franchement, assurent bien, il y a un bon suivi. À ce niveau-là, je pense que ça doit se passer pareil dans tous les départements. Normalement, le délai pour obtenir l'agrément, je crois qu'il est de 9 mois. Donc, nous, on a commencé la démarche en janvier et on a eu la réponse pour l'agrément au mois d'août. Ah oui, donc ça, t'es dans les 9 mois. Donc, c'est vraiment sur ce délai-là. Il y a un délai de bien de 6 mois, je dirais, je pense, où ils prennent ce temps-là pour faire mûrir aussi le couple ou la personne qui demande l'agrément sur son envie. Nous, on a dû rencontrer peut-être à deux fois l'assistante sociale et peut-être 2-3 fois de manière séparée. Et ensuite, le niveau avec le psychologue, c'était un rendez-vous en couple et un rendez-vous en solo. D'accord. Oui, donc en fait, t'as des petites étapes au fur et à mesure. Donc, t'attends pas 9 mois sans rien voir venir. T'as des étapes et ça te fait avancer dans le process. C'est ça. À chaque rendez-vous, on va parler de nous. Moi, le premier rendez-vous, donc on était allé, on s'était présenté, on avait décrit notre démarche, notre envie. Et ensuite, on revoit la personne peut-être un mois plus tard. Et donc, sur un mois, peut-être les questions qui ont été abordées la séance précédente, elle va redemander d'y revenir dessus pour voir l'évolution ou ce qu'on a pu réfléchir entre nous. Donc, c'est quand même, moi, c'est vrai que quand on a démarré les démarches, moi, j'étais très sur Internet à regarder les forums, voir un peu ce qu'il y avait sur les forums au Canada, en Belgique, pour essayer de palper des informations, de trouver des choses, des pistes, voilà, parce que ça me semblait vraiment flou à ce niveau-là. Moi, je me rappelle que l'un des rendez-vous que j'ai eu avec l'assistante sociale, pour elle, voilà, l'adoption nationale, c'était pas forcément viable, il y en avait très peu. Donc ensuite, c'était de dire, bon, quelles possibilités vous avez sur l'adoption à l'étranger. Et là, en fait, elle est allée simplement sur le site d'adoption.gouv, le site du gouvernement, et d'aller voir la liste qu'il y avait sur les pays, quel pays acceptait en célibataire, en couple, ou couple de même sexe. Mais il y avait vraiment à cette époque-là une méconnaissance totale. On est même venu à nous dire « Ah, on n'a pas encore eu la formation pour les couples homo. » Oh là là. Donc, c'était vrai. Alors, ça semble pas si lointain non plus, mais c'était vraiment, voilà, quelque chose pour eux où ils n'avaient pas eu les formations, ils savaient pas encore comment ça allait se passer. La loi était passée plus rapidement, en fait, que la volonté de la société, je sais pas. Donc, c'est vrai que je pense qu'ils n'avaient pas fait cette démarche-là, l'ouverture d'esprit derrière sur ça. Nous, vraiment, je vais pas à me plaindre parce qu'on n'a eu aucun jugement. À aucun moment de notre parcours, on nous a jugé ou dit quelque chose de négatif sur notre volonté d'adopter ou le fait qu'un enfant soit avec un couple homosexuel. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te demander. À aucun moment, il y a une personne qui vous a mis un frein en vous disant « Attendez, je pense que ça va pas être possible. » Jamais, franchement, sur ça. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on était deux garçons de 30 ans qui propres sur eux, qui présentaient bien et qu'il y avait une certaine sympathie pour la volonté d'adopter. Mais c'est vrai que non, à la télé, j'ai pu voir un couple qui s'était vu refuser un certificat parce que dans le dossier de demande d'agrément, il faut un certificat médical d'un médecin qui atteste qu'on est en bonne santé et qu'on est en capacité de pouvoir s'occuper d'un enfant. Et j'avais vu à la télé qu'un médecin avait refusé à un couple homo de faire cette attestation. Ah oui. Après, ça, c'est une question de conviction. Hein. Et puis, c'est ça. Les professionnels de santé, enfin, que ce soit de santé ou même au niveau juridique, on le sait. Hein, j'ai enregistré suffisamment d'épisodes maintenant pour qu'on se rende compte que ils font parler leurs convictions avant tout. C'est ça. Nous, c'est vrai que à ce niveau-là, on n'a pas eu de soucis particuliers, quoi. Tout le monde a toujours été bienveillant et dans notre sens, ça n'a pas été compliqué, voilà. Bon, ça c'est vraiment une chance, je pense, et j'aimerais bien d'ailleurs
avoir d'autres enregistrements, d'autres interviews qui vont dans le même sens. Ça prouverait qu'on avance. En tout cas, maintenant, ce qui m'interroge, c'est de savoir comment ça s'est passé. Donc, tu me parles des fameux 6 mois où, il y a des petites échéances au fur et à mesure. Je suppose que une fois ces 6 mois passés où ils vous ont fait maturer le projet, à ce moment-là, ils commencent à vous prévoir une date pour la visite la visite sociale, en fait. En fait, toute la procédure d'agrément, elle est assez détachée. Il n'y a pas de visite au domicile. Disons que quand ils font les demandes, on parle d'adoption vraiment sur du long terme. Un agrément, on met 9 mois pour l'obtenir, mais c'est un agrément qui va durer 5 ans. Et oui, tout à fait. donc, le fait d'avoir l'agrément ne veut pas dire qu'on va adopter un enfant dans les 6 mois, dans l'année qui suit. Pour eux, c'est pas significatif de dire on déclenche une visite chez vous pour voir comment vous habitez, comment vous vivez. Là, pour l'instant, l'agrément, c'est juste de définir, voilà, vous avez quel âge, vous êtes comment dans votre vie, dans vos familles, quel type d'enfant vous conviendrait. Est-ce que vous voulez un enfant, voilà, nouveau-né? Est-ce que vous serez plus, voilà, vous avez tel âge, donc peut-être qu'un enfant adolescent ou plus grand, voilà. C'est voilà le fait de mûrir un projet. Voilà, on est vraiment sur un projet d'adoption. Quelles sont vos limites? Qu'est-ce que vous serez prêt à accepter? Est-ce que vous êtes blanc, un enfant noir? Est-ce que ça vous choquerait? C'est vraiment, il n'y a pas de tabou. En fait, c'est ça qui est dans, c'est est-ce que voilà, comment vous serez prêt à vous représenter votre enfant? Vous êtes hétérosexuel, homosexuel, quelle a été votre démarche pour en arriver à l'adoption? Est-ce que c'est, voilà, vous avez eu des parcours de FIV qui ont raté? Est-ce que vous avez fait le deuil de cet enfant naturel et vous êtes prêt à aller vers l'adoption? Est-ce que vous êtes prêt à accepter un enfant métis, noir ou d'autres origines? Mais est-ce que votre famille sera prête à l'accepter? Voilà, c'est plein de questions, voilà, qui sont abordées parce que c'est confier un enfant à une personne et un couple, c'est aussi le confier à une famille. Et est-ce que les grands-parents vont être prêts à lui donner l'amour comme si c'était un autre petit enfant naturel qui existe déjà? Donc c'est voilà, c'est tout ce parcours-là, c'est tout ce questionnement et ces interrogations au final ou quand on parle en solo avec l'assistante sociale ou avec le psychologue, c'est voilà, c'est vous par rapport à votre conjoint ou par rapport à votre belle famille ou par rapport à vos parents. C'est voilà, dans le cercle familial, comment le projet de parentalité va se définir, comment cet enfant va pouvoir évoluer dans cette famille-là. Et alors vous, qu'est-ce que vous aviez défini initialement, même peut-être avant les rencontres que vous avez fait durant ce parcours? Qu'est-ce que vous aviez défini et sur quoi vous avez vous n'avez pas transigé entre guillemets? Alors je sais pas si c'est bien dit, mais non, c'est exactement ça. Disons que même entre moi et mon mari, on n'était pas d'accord parce que moi j'étais vraiment très cartésien et à essayer de m'informer le plus possible parce que je voulais que ça soit réaliste. Et donc, à cette époque-là, voilà, on nous disait c'est 7 ans minimum de délai pour pouvoir adopter. Donc, tu te dis, tu as 30 ans, donc ça veut dire qu'avant 37 ans, tu n'auras pas d'enfant. Au mieux, si ça fonctionne. Et donc, les enfants qui sont adoptables, c'est peut-être disons que c'est horrible, mais à l'époque, c'était un nouveau-né ira dans une famille blanche avec de l'argent, hétérosexuel. Pour un couple d'homo ou un célibataire, ça sera un enfant peut-être plus grand avec des problèmes de santé. Oui, c'est encore le discours qui est tenu. Donc c'était vraiment cette image que moi j'avais en tête, et donc je me disais bon, pas la santé ou l'âge de l'enfant moi qui me dérangeait, j'étais vraiment dans une démarche de dire l'enfant choisit pas la famille dans laquelle il va atterrir, pourquoi moi je me permettrais de juger ou de choisir l'enfant que je veux adopter alors j'étais sur une ouverture assez large. J'étais pas dans des limites parce que je voulais que ça soit réaliste et je me disais plus tu es ouvert d'esprit, plus tu as de chance que ça aboutisse. Mon conjoint, lui, était voilà, moi je me vois pas père d'un enfant grand, moi j'ai envie d'avoir un enfant bébé, de pouvoir vivre les choses avec lui, de le voir s'éveiller, que ce soit mon enfant et qu'il me considère comme son père dès le départ et de pouvoir lui apprendre les choses. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas hyper simple de se dire, en tout cas, je pense que moi j'aurais du mal, donc je peux pas me projeter pour d'autres, mais de se dire que ton enfant il a eu une vie avant toi et que tu n'as pas pu interagir sur cette vie, c'est quelque chose qui est pas simple. Ah bah oui, non, c'est compliqué. Après
voilà, on est dans cette démarche-là, mais qui est totalement virtuelle. En fait, faut définir un projet de vie que sur des hypothèses et même voilà, on ne sait pas à l'avance l'enfant qui sera à ce moment-là disponible pour vous, et ni l'histoire, ni le pourquoi du comment. Donc c'est compliqué, voilà, de faire ces projets-là. C'est aussi pour ça que les professionnels de la petite enfance sont là autour pour un peu aiguiller. Et donc c'est vrai que moi, la notice d'agrément, donc on a défini ensemble avec l'assistante sociale, c'était un enfant de 0 à 3 ans en bonne santé et c'était tout origine. Je crois, voilà, on était sur cette partie, sur ce côté-là. Et D'accord. il nous disait, vous êtes un couple jeune, vous avez 30 ans. Alors moi, je considérais pas non plus que c'était hyper jeune. Moi, je me disais, j'aurais aimé avoir un enfant déjà à 27, 28 ans. Alors déjà, je me voyais vieillir. Alors je me disais, faire toutes ces démarches-là et ensuite se retrouver plus âgé avec un petit bébé, voilà, je trouvais que c'était un peu en décalage à cette époque-là. Donc c'est vrai que je l'ai fait un peu contraint et forcé d'accepter cette notice-là, alors que je me disais, l'agrément qu'on nous donne pour un nouveau-né, quelque part, il n'est pas en phase avec la réalité. On va pas pouvoir adopter un enfant si petit, on nous le donnera jamais. Ouais, t'avais vraiment t'as toujours ce biais-là en fait, mais c'est effectivement le biais qu'on a tous, hein, c'est ce qu'on entend au quotidien. Voilà. Moi, c'était l'écho que j'avais à ce moment-là, et donc c'est vrai que je me disais, voilà, bon, ok, je comprends qu'avec notre âge, les couples qui ont tendance à adopter, eux, sont peut-être 35, 40 ans, un peu plus âgés. On est dans 30-35, donc on va pas nous dire vous adoptez un enfant plus grand ou une fratrie, je sais pas, mais c'était vraiment une notice où je trouvais qu'on nous fermait plus des portes qu'on nous ouvrait. Oui, tout à fait. Je comprends complètement. Et alors, une fois que vous avez défini cet agrément, oui. Donc, je suppose qu'à un moment donné, on vous donne un accord d'agrément? C'est ça. Au terme des 9 mois, il y a un rapport qui est fait par l'assistante sociale et par la psychologue. Et donc, les deux sont remis en commission. Et donc, en fonction des deux rapports, ils disent s'ils sont favorables ou non pour délivrer un agrément. Donc, il y a une commission qui statue et on reçoit un recommandé à la maison disant vous avez une notice d'agrément, ça a été accepté pour un enfant de 0 à 3 ou 4 ans, je sais plus. Et voilà. À partir de là, on peut adopter un enfant. Une fois que l'agrément est obtenu, un couple hétérosexuel classique soit fait une demande de mise sur liste d'attente au niveau du département pour pouvoir adopter un enfant pupille de l'État, parce que les adoptions sont faites par les naissances du département dans lequel on habite. Et sinon, donc ça, c'est ce qui est le plus long, et donc les couples qui peuvent se passer de ça pour pouvoir adopter plus rapidement se tournent vers des organisations qui sont habilitées à l'adoption. C'est des associations en fait internationales. Chaque association va être en lien avec un pays. Une association qui va s'occuper des adoptions sur le Mexique, une autre sur le Brésil, une autre sur le Vietnam, voilà. D'accord, mais c'est donc sur ce type d'association-là où vous étiez limité en termes de pays. C'est ça. Voilà. À l'époque, nous, les seuls pays, je crois, qui acceptaient, peut-être que c'est toujours le cas aujourd'hui, c'était le Brésil et le Mexique. D'accord, ok. Donc, on a notre agrément en main, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, j'écris forcément donc aux deux associations pour ces pays-là. Et donc, retour de courrier, merci, on garde votre copie d'agrément, mais pour l'instant, tous les dossiers sont pleins, ça tarde, c'est vraiment, il n'y a pas de côté positif ou de retour à ce niveau-là pour pouvoir adopter via ce biais-là. D'accord, ça semblait fermé, quoi. Voilà, à ce niveau-là, voilà, pas d'ouverture au niveau des associations internationales. Nous, on se dit, bon, ok, je fais le courrier pour être inscrit sur la liste d'attente des pupilles de l'État. Et de la même manière, je le fais dans tous les autres départements de France. D'ailleurs, t'es pas demandé, t'étais dans le 13, hein. Déjà à l'époque, enfin, t'as jamais... On est resté dans les Bouches-du-Rhône. Donc, on nous a toujours... À un moment, on avait un projet justement de déménager dans le Var, donc département limitrophe.
Mais c'est un département où on nous a dit il y a clairement moins de naissances que dans les Bouches-du-Rhône. Donc, si vous déménagez, vous serez lié au conseil départemental du Var et plus des Bouches-du-Rhône. Et donc, vous serez sur la liste d'attente du Var. Donc, il y a moins de naissances, donc vous avez moins de chances que ça aboutisse aussi. D'accord, au moins, ça, voilà, tu savais qu'il fallait attendre pour déménager. C'est ça. Mais bon, voilà, c'est vrai que le projet de vie, alors c'est difficile, voilà, parce que l'adoption, c'est tellement pas palpable. Il y a des mois qui passent sans aucune nouvelle, sans aucune information. Donc c'est difficile de rester convaincu dans son projet d'adoption et en même temps voilà, juste par ce projet de déménagement qu'on pouvait avoir à un moment donné, de se dire qu'est-ce qu'on fait pour notre vie, pour le travail. Il y a toujours ça qui est en suspens, qui est dans ta tête et tu sais pas en fait si ça va aboutir ou pas et si tu bloques les autres projets par rapport à ça. Ouais, ta vie à ce projet-là. Donc voilà, donc c'était très complexe à l'époque pour prendre des décisions. Bon, on s'est pas empêché, on n'a pas, bon, le projet s'est pas fait, on n'a pas déménagé, tant mieux. Mais parce que, du coup, tu disais que vous aviez donc vous avez eu votre agrément donc au niveau des Bouches-du-Rhône. Cet agrément, il est valable au niveau de la France entière, puisque tu étais en train de me dire avant que je te coupe, et je m'en excuse, que tu avais commencé à donc envoyer ton agrément à tous les autres départements. C'est ça. Bon, on peut adopter en France et on peut adopter à l'étranger une fois qu'on a l'agrément. Mais disons que on envoie l'agrément dans les autres départements en se disant peut-être qu'ils ont de la place ou peut-être que l'agrément qu'on peut avoir peut correspondre à un enfant qu'ils ont chez eux, on ne sait pas. Mais bon, dans la réalité, tout le monde répond en disant merci pour votre courrier, mais on a déjà suffisamment de demandes dans notre département et peu d'enfants pour pouvoir répondre aux demandes des autres. D'accord. Et alors, donc tu me dis, enfin on le sait, hein, c'est fait d'avances rapides et de moments complets, enfin de temps énorme où il se passe rien. Quand est-ce que ça se déclenche pour vous? Alors là, l'agrément, donc on l'a il y a maintenant 7 ans. Ouais, ou 6 ans. Et donc, on a l'agrément, et là, je crois que pendant 2 ans, rien du tout. Pas de nouvelles, rien du tout. La seule chose, au bout d'1 an, on nous demande de confirmer qu'on souhaite toujours adopter un enfant et qu'on maintient notre agrément. C'est la seule démarche qu'on nous demande de faire. Et c'est vrai que pendant 2 ans, en fait, c'est horrible parce que quand on est focalisé sur cette envie-là, ce désir-là, on se retrouve vraiment démuni parce qu'il n'y a rien qui se passe et pas de possibilité. La seule démarche que j'ai faite, ça a été, il y avait un appel à la candidature à un moment sur le Mexique par l'Agence nationale d'adoption. Et donc, envoyez votre dossier, il y a un tirage au sort. Et tirer au sort 5 dossiers sur l'ensemble des dossiers qui étaient envoyés pour présenter au Mexique les démarches. Donc, je pense que c'est la seule démarche que j'ai dû faire pendant les 2 ans, hormis de m'informer, de grappiller des infos sur Internet, enfin rien qui m'ait fait avancer, mais qui, voilà, faut se sentir actif parce que c'est vrai que sinon on a l'impression que le projet meurt, qu'il avance pas. Oui, clairement. Donc c'est vrai que c'est pesant, voilà, ce côté en fait où on a l'impression au démarrage que voilà, on avance, on rencontre des gens, des professionnels, et ensuite une fois qu'on a le sésame en main, ben en fait on se retrouve seul, démuni chez soi et sans plus aucune information. Donc oui, vous pouvez adopter, mais au bout de 2 ans, ouais, je crois, toujours sans rien voir revenir, je dis à mon conjoint, il y a une association qui est spécialisée en fait dans les enfants à grande difficulté. Donc c'était vraiment pas son envie, mais il accepte avec moi d'aller rencontrer l'association. Et c'est vrai que on rencontre donc une association qui est pas contre le fait qu'un couple homo adopte, mais c'est vraiment des enfants avec de gros besoins, des enfants autistes, des enfants handicapés lourds, et donc vraiment quelque chose où on nous dit clairement, voilà, faut qu'il y en ait un des deux qui arrête de travailler. Donc vraiment, un autre projet de vie, une autre démarche. Moi, j'étais même presque prêt à l'envisager par l'envie d'avoir un enfant, mais lui, complètement pas.
Il me disait avoir un enfant c'est du bonheur, c'est pas pour se sacrifier, et on tourne la page de ça, voilà. Donc mais bon voilà, c'était toujours dans mon idée de dire je veux rien écarter, on sait jamais ça, si ça peut mener quelque part. 2015 c'est cool, 2016 donc ça va faire 3 ans qu'on a notre agrément, et donc là on est contacté par les services sociaux, donc la personne qui dirige la section d'adoption, et qui nous dit j'aimerais bien vous rencontrer. Un entretien, bon, un peu comme un autre qu'on avait pu avoir jusqu'à présent, mais disons que le temps étant long, il y a beaucoup de couples qui se séparent pendant les démarches, ou d'autres au final qui ont plus envie d'adopter. Ah oui, donc toi, tu as pris cet entretien pour un point, en fait. Donc voilà, c'est ça. C'est pour faire le point en fait sur les dossiers qu'ils ont en cours, et pour les listes d'attente. À ce moment-là, on est en 2016, et on nous dit vous avez votre agrément déjà depuis 3 ans, mais de toute façon, vous inquiétez pas. Là, actuellement, on traite les agréments qui sont plus anciens, de 2 ans. Donc vous avez encore 2 ans avant que votre dossier arrive dans la liste. Waouh, ça faisait encore long, quoi. Bon, au moins on est fixé, quoi. Même si c'est frustrant, mais au moins on est fixé sur la réalité de la chose. Voilà, est-ce que vous êtes prêt à vous arrêter à l'arrivée d'un enfant? Combien de temps vous souhaitez vous arrêter? Qui va s'arrêter? Est-ce que vous en avez parlé à votre travail, à vos familles? Donc on fait le point sur la situation, sur le dossier. Et donc c'est à partir de là qu'on nous dit, voilà, quoi qu'il en soit, faudra que vous soyez mariés pour qu'on puisse présenter votre dossier. Oui, d'accord. On te le dit seulement à ce moment-là. Voilà. Je crois qu'il y a à peine cette année, je crois, où ils ont accepté de présenter à l'adoption des couples non mariés. Mais jusqu'à présent, voilà, le fait de dire c'est un couple marié, c'était un couple solide. Donc voilà, c'était vraiment une obligation. Il fallait être marié pour pouvoir présenter un dossier. Donc moi, sur la démarche d'adoption, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait moi personnellement, mais je sais pas comment dire. C'était tellement intime, tellement personnel que je l'ai même pas dit à ma famille en fait, ni à mes amis proches. Seulement quelques personnes le savaient. Mon conjoint lui l'avait dit à sa famille, mais bon, moi j'avais pas abordé le sujet. Voilà, j'avais pas envie d'apitoiement, ou justement qu'on me dise où c'en est où, alors que j'avais aucune avancée, aucune information à donner vraiment. Donc à partir de là, voilà, je dis à mes parents, voilà, on est dans une procédure d'adoption, et donc on nous demande de nous marier. On va se marier pour ça. Et ils ont réagi comment, ta famille? Ma mère a été très frustrée en fait que je lui ai pas dit. Elle a pas compris que je lui ai pas dit. Mais ensuite, voilà, pour le reste, c'était une bonne nouvelle. On se mariait. Donc on organise un petit mariage. Voilà, c'était pas notre volonté de se marier. On vivait très bien comme ça. Mais on dit, allez, on se fait un petit mariage, juste nos parents, frères et sœurs, en petit comité. On se marie, et donc j'entends clairement ma belle-mère et ma mère qui discutent et qui disent, le mariage c'est cool, mais bon, après leur volonté d'adopter, je pense que ça marchera pas, c'est politique, c'est histoire de communiquer, de dire, voilà, ils peuvent adopter, mais dans la réalité, jamais ils donneront un enfant à un couple homo. Bon, quelque part, je connaissais bien leur opinion, mais bon, c'est quand même déplaisant d'entendre. Évidemment, après, je pense qu'elle parlait surtout du fait que, de la réalité, tu vois, c'est pas forcément ce qu'elle pensait, elle. Ah oui. Ah non, c'est sûr. Donc voilà, donc on se marie. Donc directement, elle informe la personne du département de l'adoption qu'on est marié. Et ça déclenche une visite chez nous. Donc à partir de là, donc elle nous dit, ok, vous êtes mariés, je vais venir chez vous. On avait acheté un appartement, donc un T3 avec une deuxième chambre d'amis, donc qui était censée être la chambre de l'enfant. Donc c'était vraiment, fallait que l'appartement soit le mieux pour quand elle vient montrer qu'on voulait des enfants. Alors j'avais imprimé les photos de mes neveux et nièces, bien mis des cadres au mur. Regardez, on s'occupe bien des enfants. Et c'était vraiment donnant une belle image de nous-mêmes. Ça se passe bien, tout se passe bien pendant ce rendez-vous. La personne était très sympa. Et donc elle nous dit, écoutez, voilà, le mois dernier, il y a eu la première adoption d'un couple homo dans le département. Elle dit,
Ça. Donc elle dit voilà, donc vous êtes sur la liste d'attente pour passer l'année prochaine. Pour l'instant, voilà, on peut pas s'engager, savoir quoi que ce soit. Tout dépend forcément des naissances qu'il peut avoir. Mais voilà, sachez que ça a eu lieu, donc c'est plutôt positif. Ça avance. Ça avance. Donc déjà nous on est un peu positif sur la chose. On se dit bon voilà, déjà un couple homo a réussi à adopter, c'est une bonne chose. Notre dossier avance sur la liste d'attente, donc ça devrait avancer. Mais là c'était donc en même moment que les élections présidentielles. Et donc on nous dit clairement voilà, le climat politique actuel, c'est Fillon qui doit gagner. Fillon veut remettre en cause l'adoption et le mariage pour tous, donc on peut pas savoir. Donc là, vraiment, on se dit tout l'espoir qu'on a mis pendant des mois, des années sur ce projet-là, et là que les choses les indicateurs commencent à tourner au vert, on va se retrouver face à un mur avec quelqu'un qui va nous bloquer. Donc ça a été vraiment des mois d'angoisse, toute cette partie-là, à se dire qu'est-ce qui va advenir s'il est élu lui, on perd notre projet. Surtout que c'était lui qui était favori vraiment à ce moment-là. Oui, initialement, oui. Donc il est écarté, tout va bien. On se dit bon, ouf, c'est bon, ça remet rien en cause. Et donc là, on nous demande de donner des nouvelles, voilà, régulièrement, d'envoyer un petit mail pour montrer qu'on est motivé, qu'on souhaite vraiment avoir un enfant, donc on tient au courant. Et on nous dit, rapprochez-vous de l'association des familles adoptantes pour pas rester seul, isolé, etc. Donc on se rapproche de cette association-là, et donc on est inscrit dans un groupe de parole. Donc on se retrouve pendant 6 mois à aller une fois par mois rencontrer d'autres couples qui souhaitent adopter, discuter avec eux, sachant qu'en fait au moment d'une adoption, il y a un conseil de famille qui se réunit, qui est composé en fait de membres de cette association-là, de responsables politiques du département, des personnes des services sociaux. Et donc, il y a un conseil, voilà, d'une dizaine de personnes qui étudient les dossiers, qui, en fonction du parcours, qui délibèrent pour ou contre l'adoption d'une famille pour un enfant. Donc voilà, donc comme on était désireux de faire les choses correctement, et donc on nous dit voilà, rapprochez-vous de l'association, on s'inscrit et on va à ces groupes de parole. Donc moi, c'est vrai que tout ce qui faisait avancer un peu notre projet et qui, moi, me permettait de pas me sentir isolé dans la démarche, me faisait du bien. Mon conjoint, lui, allait le soir, après le boulot, à des réunions pour voir des gens malheureux parler du fait qu'ils n'arrivaient pas à adopter. C'était vraiment quelque chose qui l'embêtait beaucoup. Mais parce que c'est vrai que je pense que psychologiquement, en fait, on n'était pas dans le même état d'esprit, en fait, que les couples classiques. Nous, l'adoption, ça avait vraiment été une option qui s'est présentée à nous, voilà, qui s'est ouverte à nous, qui n'était pas prévue. Donc, c'était une chance. Alors que pour un couple hétérosexuel classique, c'est face à une infertilité, des FIV qui n'ont pas marché, et donc il y a un parcours de souffrance qui est beaucoup plus lourd en fait que nous, comme on pouvait le vivre, à part voilà le fait que ça dure et que ce soit long et qu'il y ait un gros point d'interrogation sur le fait que ça arrive ou pas. C'est vrai que eux, voilà, c'était vraiment, ils étaient plus âgés que nous aussi. Nous, on avait 30-35 ans. C'était des couples, voilà, qui avaient au minimum 40 ans, voire plus âgés, et donc qui avaient déjà des souffrances, des parcours de vie plus chargés. Et donc disons que c'était pas facile, quoi, parce que j'avais l'impression, moi, comme de me présenter devant eux, d'une certaine manière, de voler la place, je sais pas comment dire, de pas avoir assez souffert par rapport à eux, quoi. Voilà, de pas être légitime pour adopter face à eux, quoi. Donc ouais, chacun décrivait son parcours, où ils en étaient. Donc c'est vrai que chacun, en fait, avait déjà fait des démarches sur un pays. Et
ils avaient été vachement plus, ils avaient eu plus d'options. Donc le parcours n'était pas plus abouti que le nôtre, mais ils avaient fait plus de démarches. Ils s'étaient rapprochés de plus de gens, donc il y avait eu des échecs. Alors que nous, en fait, on arrivait là frais, à part avoir attendu pendant 3 ans, on n'avait rien fait de plus parce qu'on n'avait pas eu d'autre option que d'attendre. C'est des groupes de parole qui étaient agréables pour l'échange humain, mais ensuite qui nous apportaient pas grand-chose sur notre projet. Mhm. Donc 6 mois, c'est cool. Donc on va à ces réunions-là où ça se passe bien avec ces personnes-là. Et donc, on est recontacté par la directrice des services de l'adoption et qui nous dit, voilà, on se reverra en septembre pour un entretien à nouveau. Mais juste, voilà, je mets à jour mes dossiers et je voulais savoir, voilà, au niveau du fait que l'un des deux s'arrête au moment de l'arrivée d'un enfant, on avait parlé de 3 mois, est-ce que vous seriez prêt à rester 6 mois? Ça commence à se préciser quand même. Voilà, donc elle commence à nous poser des questions, voilà. Alors nous, c'est vrai, sur le coup, on ne tilte pas. On se dit pas, ah, c'est en rapport à quelque chose. Et c'est vrai, donc nous, oui, bien sûr, 6 mois, vous voulez 9 mois, 9 mois. Combien Voilà, nous, toujours, d'accord. Et donc, c'est vrai que, alors c'est très impersonnel, mais on sait que on nous dit, voilà, que les conseils de famille se réunissent, je crois, les mardis et les jeudis. Et donc, en fonction de leur décision, ils envoient un mail pour dire si on a été choisi ou pas. C'est hyper impersonnel par mail. Ah oui, c'est vraiment, il n'y a aucune communication. Alors, on ne sait pas quand son dossier va être présenté. On sait rien du tout. Et donc, c'est juste, vous avez le mail qui arrive, quoi, pour vous dire si vous avez été choisi ou pas. On savait à peu près, voilà, qu'on avait atteint le délai d'attente un peu suffisant, qu'on nous avait posé quelques questions, donc on se disait, ah, peut-être que pas. On savait pas trop, mais voilà, tous les mardis et le jeudi, on regarde les mails. Et là, voilà, l'été arrive, c'était le mois de juin. On nous avait prévu un rendez-vous pour septembre, donc c'est vrai qu'on s'est dit, bon, bah, si elle veut nous revoir en septembre, c'est qu'il n'y a rien de particulier qui va se passer. Donc, on prévoit les vacances et on verra à la rentrée ce qu'il en est. Mhm. Et donc, on reçoit un mail un jeudi après-midi. J'ai mon mari qui m'appelle et qui me dit, regarde tes mails. Il y a un mail qui vient de tomber. Et donc là, on tombe sur le mail qui dit, voilà, vous avez été choisi par le Conseil des familles du Bouches-du-Rhône pour être parent d'un enfant de sexe masculin qui est né le 8 mars. Rendez-vous mardi prochain pour en parler. Waouh, mais attends, mais en plus on vous donnait on vous disait, voilà, on vous parlait de l'enfant en lui-même, enfin c'était hyper concret. Ah ouais, on te dit, voilà, vous avez été choisi, vous allez avoir un enfant, mais tu as pas plus d'informations que ça, tu sais rien du tout. Frustrant en même temps. donc c'est hyper frustrant parce que alors tu touches plus terre, ça y est, la nouvelle tant attendue arrive du jour au lendemain. Mm-hmm. Mais du coup, c'est un gros inconnu. Voilà, il n'y a pas de l'enfant, on ne sait pas comment il est. Bon après, c'est comme un test de grossesse, quoi. Ça y est, t'es enceinte, mais voilà, tu sais pas de quoi. C'est ça. Donc voilà, donc on savait que voilà qu'on allait avoir un petit garçon qui était né 3 mois auparavant. Et donc rendez-vous les jours suivants pour en parler. Mais du coup, tu savais pas quand non plus. Si, voilà, on nous a dit, voilà, on se voit le mardi suivant. Donc. Oui, mais tu savais pas quand est-ce que tu allais avoir le bébé. Ah non, ça, voilà, on sait rien. Donc de là, il faut voilà, bon, comment dire, on nous explique le parcours quand même pendant tous ces échanges-là. On dit, voilà, quand vous allez adopter, c'est vraiment du jour au lendemain. Après, vous avez 15 jours pour vous préparer parce que l'enfant, à partir du moment où on vous confie l'enfant, vous allez le rencontrer, on va vous le confier, il faut vous arrêter de travailler pour vous en occuper. Donc, on nous explique comment ça va se dérouler.
Mais ensuite, on va pas voir son employeur en lui disant hypothétiquement je vais adopter un enfant, il va falloir que je m'arrête à un moment, à un autre, un jour, voilà, je sais pas pour combien de temps. Chose que j'aurais peut-être dû faire moi, parce que quand j'ai su que j'allais adopter et que je l'ai annoncé à mon patron, ben du coup ça a été un vrai clash à mon travail. Ouais, du jour au lendemain, parce que là c'était vraiment du jour au lendemain. Voilà, c'était vraiment du jour au lendemain, pendant les congés d'été. Et un congé d'adoption, c'est 5 semaines, et mon conjoint, lui, ça a arrêté pendant 6 mois. Oui. Donc vraiment, ça a été encore plus long, voilà, du jour au lendemain, de dire bon, au revoir, je m'en vais pour 6 mois. Quoi. Oui. Donc voilà, donc on reçoit ce mail, on touche plus terre, on annonce à nos parents, on est fou de joie et on se rend donc le mardi suivant au conseil départemental pour rencontrer les personnes du service d'adoption. Et là, du coup, ils nous expliquent le contexte de naissance de notre enfant, où il se trouve. Et là, ça fait quand même un choc parce que en fait, le mail qu'on reçoit, le fait que ce soit sans aucune information, on a l'impression que c'est un peu la cigogne qui arrive avec le bébé dans son bec. Oui, c'est ça. C'est vraiment dénué d'informations. Et là, en fait, on est confronté vraiment au dossier de l'enfant où on nous explique comment il est né, dans quelles circonstances. Enfin, le minimum. Généralement, on ne sait pas grand-chose dans ce type pour les enfants qui sont nés sous X. Donc on sait rien de l'enfant. Donc là, voilà, vraiment, on nous dit, voilà, c'est un enfant qui est né sous X, c'était un déni de grossesse. La personne ne savait pas qu'elle était enceinte, et donc elle a abandonné l'enfant à la naissance. Ouais. On nous dit les origines de l'enfant, mais là, toujours aucune photo, rien. Donc on nous dit, il a une tache de naissance sur la nuque, il a une tache sur l'œil. Il est un peu mat de peau, les cheveux frisés. On nous explique un petit peu ses origines et on nous dit, voilà, il est dans une famille d'accueil. Voilà, on n'a toujours pas de photos. Alors c'est ultra frustrant, on sait toujours rien. Et on nous dit, voilà, alors on est mardi aujourd'hui, préparez-vous. Lundi prochain, vous allez dans la famille d'accueil, vous rencontrez votre enfant. D'accord. Est-ce qu'on dit son prénom à ce moment-là ou pas ? Oui, alors voilà le prénom de naissance de l'enfant, voilà, et on nous dit, voilà, est-ce que vous avez prévu de lui donner un prénom pour que la famille d'accueil qui s'en occupe, voilà. Donc sur le coup, on avait déjà pensé un prénom, mais sur le coup, on se dit, est-ce que ça va aller avec lui ? Est-ce que on se dit, voilà, on a choisi un prénom, voilà, mais sur le coup, on aime bien Arthur, mais est-ce qu'il va avoir une tête à s'appeler Arthur ? Oui, forcément. Donc sur le coup, ils nous disent ça va, écoutez, on le communique à la famille d'accueil et quand vous rencontrerez votre enfant, vous verrez comment vous faites. Mm-hmm. Donc là, une pression monumentale jusqu'au lundi suivant où il faut organiser une chambre d'enfant. Oui, c'est ça. En quelques jours. Et là. Ouais. Merci à toutes mes copines qui en rien de temps m'ont trouvé un lit, une poussette, des vêtements et je me suis retrouvé avec une chambre pour enfants pleine à craquer de jouets, de vêtements. En 2-3 jours, on avait tout ce dont on avait besoin, on l'avait. Donc, c'est génial. Ouais, ça a été vraiment super. On a bien été aidés. C'était génial. Donc vraiment, tout le monde était super content pour nous. Ça s'est super bien passé. Et donc, ouais, en même temps, gros stress, grosse tension. On nous dit, voilà, n'hésitez pas, prenez des jours pour vous préparer parce que la tension émotionnelle que vous allez avoir, elle va être tellement forte que vous allez être épuisé, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Le lundi suivant arrive, donc des journées interminables. On sait qu'on a un enfant qui nous attend, on sait dans quelle ville il se trouve, mais on peut pas aller le voir. Donc c'est ultra frustrant. Donc on part le lundi matin de la semaine suivante, donc chez la famille d'accueil. Mais non, pas la famille d'accueil. C'était à la PMI. Donc rendez-vous à la PMI avec le médecin traitant de l'enfant qui s'occupait de lui pendant ses 3 premiers mois, le psychologue et l'assistante sociale qui s'occupaient de lui pendant les 3 premiers mois de sa vie. On nous explique, voilà, c'est un enfant en bonne santé, il est joueur, voilà tout ce qu'on peut dire d'un enfant de 3 ans. Et là, on attend l'assistante sociale qui doit venir avec l'enfant. Et elle n'arrive pas.
Elle était en retard, je crois qu'elle a eu une demi-heure de retard. Ah oui, oh là là, le stress. Ah oui, le stress. Alors, on était dans cette salle d'attente à attendre. Et là, ensuite, elle est arrivée avec notre fils. Et là, on savait plus où se mettre. En même temps, on était perdus, on tremblait. Tu m'étonnes. Donc voilà, ce petit bout de chou qui venait de faire 4 mois. Et on savait pas par où le prendre, comment le prendre. Voilà, il se mettait à pleurer. Et donc, Bah oui. voilà. Et là, on nous dit, voilà, donc là, c'est la semaine d'intégration. Et donc, vous allez passer, on est lundi, donc vous passez lundi, mardi, mercredi avec la famille d'accueil, avec eux pour voir comment ils s'occupent de l'enfant, pour que l'enfant apprenne à vous connaître. Et si tout se passe bien, d'ici la fin de la semaine, vous pouvez le récupérer chez vous. Donc on y va, on passe tout le lundi chez eux, on s'occupe de lui. La famille d'accueil est super sympa, agréable, vraiment ils se sont occupés de lui pendant 3 mois et ils nous le confient, voilà, du jour au lendemain. Du jour au lendemain et vraiment de ce côté d'accompagnement, de soutien. On passe la journée comme ça à le regarder dormir, à le regarder baver. On est vraiment gaga avec lui. Et on nous dit, voilà, demain matin, donc à 18h, on est épuisé parce qu'on a passé la journée à le veiller sous toutes les coutures. Et on nous dit, bon, vous pouvez rentrer chez vous, revenez demain matin. Et demain matin, vous pouvez l'emmener au parc. Donc on revient le lendemain matin. On l'emmène tous les deux au parc, on le met dans la voiture. On a l'impression qu'à chaque dodane, il va lui arriver quelque chose. On le met dans la poussette, comme si c'était une statue en porcelaine. On a peur de le casser. C'est normal. On était vraiment, on était apeurés. Il est super heureux. Donc tout se passe bien. L'assistante sociale revient l'après-midi. Il nous dit, bon, écoutez, l'enfant, il vous a adopté, ça se passe super bien, il s'endort dans nos bras, il nous cherche du regard dès qu'on bouge. Et nous disent, je vois pas pourquoi on va attendre plus longtemps. Demain matin, vous venez, vous le récupérez pour rentrer chez vous. Waouh. Donc nous super contents et donc on revient le lendemain matin, on le récupère et direct on le met on lui monte la maison, sa chambre, son lit, on le pose, il s'endort, tout nickel. Il a toujours été, il s'est toujours super bien adapté. Ça a été magique. Donc à partir de là, on nous le confie, il est chez nous et on a un suivi quand même. Donc voilà, l'enfant est confié en vue d'une adoption. C'est à partir de là. Donc ça veut dire qu'on n'est pas les tuteurs légaux de l'enfant. L'enfant est dépend toujours des pupilles de l'État et donc du conseil départemental tant que le jugement n'a pas été rendu. D'accord. Et là, ça prend presque un an en fait, parce que l'enfant nous est confié. On peut l'inscrire en crèche, on peut l'inscrire à l'école, on peut faire toutes ces démarches-là, mais on ne peut pas sortir du département sans en informer le conseil départemental. D'accord. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est en Espagne, et donc on voulait partir en Espagne quelques mois après. On a dû lui faire ses papiers d'identité, mais du coup, il avait ses papiers d'identité avec son nom et prénom de naissance, et il a fallu obtenir des autorisations du département, leur dire où on se trouvait, leur donner l'adresse, pour passer la douane, avoir des documents tamponnés attestant que le tuteur de l'enfant nous autorisait à sortir avec l'enfant du territoire. Pendant ce temps-là, c'est un peu la chose qui est un peu embêtante, c'est qu'on n'est pas libre de nos mouvements avec l'enfant. D'accord. Et ensuite, on était suivi par une assistante sociale qui a dû venir 3-4 fois au domicile pour voir comment l'enfant se développait en fonction de son développement, si l'environnement lui permettait de se développer correctement, si son développement cognitif se passait bien. Donc voilà, une fois que le rapport était rendu de l'assistante sociale disant que tout se passait bien, au bout des 6 mois, on pouvait présenter la requête d'adoption au tribunal.
Voilà, même chose, un dossier. Et ensuite, on a reçu la confirmation en juillet de l'année suivante. Donc, on l'a eu au mois de juillet et on a reçu l'adoption plénière en juillet de l'année suivante. Et là, ça a dû être la grosse fête. Donc, on était ravis de pouvoir lui faire ses papiers d'identité avec nos deux noms, qu'il ait son vrai prénom, parce que c'était frustrant de l'amener à la crèche et à la crèche qu'il ait une carte avec un nom qui voulait rien dire en fait. Bah oui, bien sûr. Donc voilà, quand il était inscrit au jardin d'enfants, ce genre de choses, c'était avec ses papiers d'identité d'origine. Donc voilà, au départ, après toujours les personnes qui sont occupées de lui, toujours tout le monde a été bienveillant et comprenait la démarche, donc il n'y avait pas de soucis à ce niveau-là. Oui, ils ont toujours mon prénom d'adoption. Voilà. Donc voilà l'adoption, comment elle a été menée, donc vraiment de manière sereine et sans embûches. Après ça a été long, mais je pense pas plus long que le parcours d'adoption classique pour n'importe qui. Non, ça c'est sûr. Je pense qu'effectivement, on est sur un parcours qui est similaire. Et même, j'avais envie de te dire, il me paraît peut-être presque court, parce que j'ai souvent entendu dire qu'il fallait pas 1, mais 2 agréments pour arriver à savoir. Après, nous, je sais que dans les Bouches-du-Rhône, du coup, on a été le deuxième couple homo à pouvoir adopter. Et après nous, il y a quand même eu quelques couples qui ont réussi à avoir des enfants pupilles de l'État. Après, c'était une volonté, je sais pas, du département ou peut-être directive par rapport aux couples homo, mais de dire, voilà, les couples homo qui sont assez jeunes, vaut mieux leur confier des enfants pupilles de l'État pour éviter que les enfants aient un schéma déjà dans leur tête de dire un papa, une maman. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'était vraiment aussi sur cet aspect-là qui disait voilà, on préfère que des nouveau-nés soient confiés à des couples homo. C'est quand même positif. Enfin, c'est très positif. Ça démontre une vraie réflexion. Ah oui. Mais du coup, j'ai connu un autre couple qui a réussi à adopter, je crois, après 2 ans et demi. Ah oui. Et qui suivait notre parcours et qui avait eu l'agrément après nous. Et coïncidence, après, parfois l'adoption, ça se joue vraiment à rien. Et ils connaissaient, en fait, je crois que l'un des deux avait une nièce qui était prématurée. Et donc, ils avaient laissé entendre qu'ils s'étaient occupés d'un enfant prématuré et qu'ils avaient l'habitude d'un enfant prématuré. Et coïncidence, à ce moment-là, il y a eu une enfant qui était grande prématurée, qui avait été abandonnée. Et donc, leur dossier a été placé plus rapidement sur le haut de la pile parce que justement la spécificité de l'enfant allait avec le fait que sache gérer ce type de besoin. Donc c'est allé plus vite pour eux que pour nous. Je saurais pas dire si voilà il y a vraiment un schéma classique ou non au niveau de l'adoption et ça peut être plus ou moins long pour certains, mais en tout cas voilà, c'est réalisable. Oui, c'est ça qui est positif, c'est que ça se fait et que tu nous précises qu'en plus, voilà, il y a plusieurs autres couples qui ont réussi à adopter derrière. Je pense que effectivement, bon, ça dépend vraiment de chaque département et que les difficultés sont pas à nier parce que, enfin, pour certains couples qui se voient opposer des refus du fait de leur orientation sexuelle. Mais c'est rassurant de savoir que c'est possible en France, ça existe et qu'il y a des départements qui sont plus ouverts que d'autres. Ah ben oui, forcément. Après, je pense que les départements où il y a plus de densité de population, ça joue beaucoup aussi. C'est sûr que des départements où il y a peu d'habitants, qui sont éloignés, c'est sûr que peut-être que les démarches seront pas les mêmes. Complètement. C'est vraiment propre à chaque département. Est-ce que je peux te poser la question? Alors, je sais que c'est pas forcément bienvenu, mais est-ce que vous vous êtes interrogé sur le fait de donner un petit frère ou une petite sœur à Arthur ou pas? Est-ce que c'était votre projet de n'avoir qu'un enfant? Alors, au départ, on était vraiment sur le fait de dire on a déjà eu une chance incroyable d'avoir notre fils. On laisse un peu de chance aux autres aussi. On était vraiment sur ce côté-là. Ensuite, quand il a eu 1 an, 2 ans, c'est vrai que on s'est quand même posé beaucoup la question.
On a commencé les démarches, on avait 30 ans. Aujourd'hui, on en a 37 et 38, donc la quarantaine approche. On se dit qu'on vieillit quand même et que la patience est pas la même non plus. C'est sûr. Et que ce petit bout-là, il nous demande déjà beaucoup d'attention. Donc, c'est vrai que on s'est posé la question, ouais, mais après, on s'est dit non, quand même. Si ça avait pu être après la première adoption, et qu'il n'y avait pas eu ce délai de 4 ans, dirons-nous, parce que c'est notre repère à nous, parce que notre histoire, elle a duré 4 ans, et qu'on s'est dit, voilà, on a 34 ans, 35 ans, c'est remettre encore 4 ans au compteur, et peut-être qu'on ne sera pas parent d'un deuxième enfant avant 39, 40 ans. Après, ça nous semblait quand même loin. On s'est dit, voilà, on a la chance déjà d'en avoir un, c'est super. C'est une vraie chance, c'est clair. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'est pas allé plus loin dans les démarches. C'est vrai que c'est un peu le biais de l'adoption, c'est que tu maîtrises pas la durée du parcours. Alors, en vrai, on maîtrise pas la durée du parcours dans un couple classique, mais au moins t'es acteur et tu sais quand t'essayes de faire avancer les choses ou quand tu ne les fais pas avancer. Là, tu maîtrises rien du tout de la durée du parcours et il y a un moment où ouais, c'est 4 ans, c'est quand même long. C'est ça. C'est très long quand tu es dans un désir d'enfant. C'est ça. Et maintenant, voilà, il a 4 ans, on est sorti des couches, c'est facile pour sortir. Quand je vois, voilà, le sac à langer, la poussette, tout ça, j'ai plus tellement envie de m'y remettre. Je comprends. Je comprends. C'est clair que c'est des phases dans la vie, soyons. Donc c'est vrai que j'ai bavé devant des enfants petits, j'ai toujours adoré m'occuper des enfants des autres. Je me suis occupé du mien avec le plus grand des bonheurs. Mais aujourd'hui, quand je vois des bébés, en fait, je suis le papa d'un petit de 4 ans et je me sens plus en phase en fait avec les bébés. J'ai plus envie de changer les couches, j'ai plus envie de faire les héros et je me régale à regarder Spider-Man. Donc je comprends complètement. Mais t'as raison, faut profiter et il y a que ça de vrai finalement. C'est ça, voilà. Non, voilà, il y a pas de manque aujourd'hui. On a un vrai équilibre tous les trois ensemble. Donc c'est pour ça, on s'est dit non, l'harmonie elle est bien tous les trois, pas besoin d'aller rajouter encore un autre enfant. Un autre enfant, je comprends complètement. En tout cas, je te remercie beaucoup, Marc. Je pense que vous allez insuffler beaucoup d'espoir auprès des familles qui sont en cours de process d'adoption. Et aujourd'hui, je pense que voilà, vous restez, hélas, entre guillemets, une petite exception. Mais ce que tu nous diffuses, c'est vraiment que ça tend à changer, ça bouge. Et voilà, Voilà, il y a de l'espoir dans l'adoption. Il y a pas, voilà, moi, c'est vrai que aujourd'hui, je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes couples homo, quand je vois sur Internet, sur les forums, sur Facebook, qui direct, en fait, se tournent vers la GPA et il n'y a pas que cette option-là aussi. Il y a l'adoption, et qui reste, juste gratuite. Parce que faut le dire, c'est une adoption gratuite en France qui est permise par l'État français, donc c'est important. C'est une option à envisager, c'est clair. Encore une fois, je te remercie beaucoup, Marc. Si tu m'autorises, je mettrai en lien de cet épisode ton profil Instagram si jamais des couples souhaitent se tourner vers toi pour avoir un peu plus d'informations. Bien sûr. Merci beaucoup. Et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt. Je vous retrouve maintenant pour vous faire part de quelques chiffres afin de clôturer cet épisode. En 2018, 3035 enfants bénéficiaient du statut de pupille d'État. 695 familles se sont vues confier un enfant. Le nombre de pupilles d'État aux besoins spécifiques était de 1440. 2086 de ces enfants ne sont pas confiés en vue d'une adoption, car pour la moitié d'entre eux, l'existence d'un besoin spécifique compromet l'adoption. Pour 25%, l'adoption n'est tout simplement pas possible ni envisageable, et pour les derniers 25%, le projet se construit plus lentement. En 2017, la durée d'attente moyenne entre l'octroi d'un agrément et le placement d'un enfant en vue d'une adoption est de 3,2 années en moyenne. Selon l'APGL, depuis l'ouverture de l'accès à l'adoption pour les familles homoparentales, soit en 2013, une centaine de familles se sont vues confier un enfant, dont 50 un enfant pupille d'État. La cinquantaine restante étant des enfants issus de parcours à l'étranger. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode. Vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram du podcast @lesenfantsvonbienpodcast pour continuer notre échange.
Comme chaque semaine, s'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut guider une personne proche ou moins proche, n'hésitez pas à le partager. Je sais que je vous le demande systématiquement, mais si vous souhaitez soutenir le podcast, le meilleur moyen est 1. De le partager, 2. De le noter sur votre plateforme d'écoute et 3. De me laisser un petit commentaire. Mais ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à vendredi prochain pour un épisode tout aussi riche en émotions. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath, and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ,